Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce jeudi 30 novembre. Du nouveau dans l'affaire du jeune homme poignardé dans le centre-ville de Saint-Dizier. Le principal suspect a été mis en examen pour homicide volontaire par le parquet de Dijon. Nous reviendrons sur les nouveaux éléments de l'enquête. La préfecture de la Meuse et la Fédération départementale des chasseurs de la Meuse ont signé hier soir à Bar-le-Duc un plan d'action sur 3 ans concernant la régulation du sanglier. Les champignons de Paris sont arrivés en Haute-Marne. La champignonnaire championne basée à Chevillon a accueilli ce matin ses premières cultures de champignons de Paris. Vendredi dernier, l'association Langres-Signes a organisé un concert en langue des signes à Marny-sur-Marne afin de récolter des fonds pour la 37e édition du Téléthon qui se tiendra les 8 et 9 décembre. En fin de journal, nous recevrons sur notre plateau Nadia Antoine, responsable des Restos du Cœur de la Haute-Marne, pour nous parler de la campagne hivernale et des différentes actions menées sur le territoire. L'enquête se poursuit sur le meurtre dans le centre-ville de Saint-Dizier survenu en début de semaine. Pour rappel, lundi soir vers 21h, un jeune homme de 18 ans a été poignardé au niveau d'une banque dans l'avenue de la République. Arrêté dans la soirée, le principal suspect a été mis en examen pour homicide volontaire par le parquet de Dijon. La rédaction vous fait le point sur les nouveaux éléments de l'enquête en cours. C'est un drame qui a secoué la ville de Saint-Dizier. Lundi 27 novembre, Axel Contignon, âgé de 18 ans, a été poignardé devant la caisse d'épargne dans le centre-ville de Saint-Dizier. Ses blessures lui ont été fatales. Le principal suspect, arrêté plus tard dans la soirée, vient d'être mis en examen pour homicide volontaire par le parquet de Dijon. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de la poursuite de l'enquête. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Visiblement, un différend existait entre les deux hommes, c'est ce qui aurait entraîné la bagarre. Une cagnotte en ligne a été créée par les proches de la victime pour aider financièrement sa maman, ses 3 sœurs et son frère à réaliser ses obsèques. Elle a déjà récolté plus de 1 292 € de dons. Un article sur les faits du meurtre à retrouver également sur notre site internet puissancetélévision.fr. Alors que la Meuse est un département où la chasse au sanglier est prédominante et attractive, les taux de prélèvement montrent que le développement des populations de sangliers ne cesse d'augmenter, notamment sur le secteur sud de la Meuse. Et pour ce faire, la préfecture de la Meuse et la Fédération départementale des chasseurs du département ont signé hier soir un plan en 5 actions de régulation du sanglier, avec plusieurs objectifs, comme par exemple la diminution des populations de sangliers. Dans certains secteurs, plus de chasse pour établir l'équilibre entre les populations de sangliers et l'agriculture. Et les moyens de le faire, c'est soit plus de chasse, y compris avec des méthodes nouvelles, faire de l'affût, pas seulement de l'abattu à certains endroits, voilà, à certains moments. Et puis aussi, quand on n'y arrive pas, sur certains secteurs où tout le monde ne joue pas forcément toujours le jeu, et bien à ce moment-là, le préfet a des moyens qui sont de faire appel aux louvetiers ou qui sont de faire des tirs de défense des cultures, et à ce moment-là, les employer. Et cet accord, il recouvre tout ça avec l'accord de tout le monde. Et moi, je salue le travail qui a été fait sur les 3 années, puisqu'on est passé d'un prélèvement qui était supérieur à 20 000 à 17 000 l'année dernière, avec des hectares détruits à la baisse sur les 3 dernières années. Cette année, des conditions climatiques qui font que les cultures sont restées un peu plus longtemps, donc on repart légèrement à la hausse, mais on est bien en deçà des objectifs qui ont été fixés par l'accord national. Depuis maintenant plusieurs mois, l'entreprise championne basée à Chevillon est en pleine expansion. Ce seront environ 3000 tonnes de champignons produits par an. Aujourd'hui, la champignonnaire a encore passé un cap dans son évolution en accueillant notamment ses premières cultures de champignons de Paris. Manon de Fontis a pu assister à l'arrivée des premiers champignons de Paris. C'est un grand jour pour Championne. L'entreprise basée à Chevillon accueille ses toutes premières cultures de champignons de Paris grâce à cette impressionnante machine.
Ça, c'est la machine qui est exprès pour charger le substrat. Donc en fait, on a 2 camions qui l'alimentent en permanence. Donc un camion avec le substrat de champignons de Paris et de l'autre côté avec la terre de cooptage. Donc c'est ce qui va nous former le lit de culture. Donc en fait les deux, là voilà, elle est en marche. Donc en fait les deux composants arrivent dans la machine nous forme un lit homogène et puis en fait après c'est elle qui l'intègre directement sur les étagères à l'intérieur dans la salle. Spécialisée dans la production de pleurotes depuis 2017, l'entreprise a décidé de se développer vers la production de champignons de Paris en lançant un vaste chantier d'un coût de plus de 8 millions d'euros. Championne voit donc les choses en grand. 2500 tonnes de champignons seront cultivées dans cette usine grâce à 18 nouvelles salles. Les premiers champignons vont sortir d'ici 15 à 16 jours. On va aller crescendo. Normalement, si tout va bien, on devrait sortir à peu près l'équivalent de 16 à 17 tonnes sur les premiers lits de culture. Encore quelques semaines à patienter avant de pouvoir récolter les premiers champignons de Paris made in Haute-Marne et pourquoi pas les déguster lors des fêtes de fin d'année. À l'occasion du retour du Téléthon les 8 et 9 décembre, la salle des fêtes de Marnay-sur-Marne a accueilli vendredi dernier un concert en langue des signes. L'association Langres Signes a organisé cet événement afin de récolter des fonds pour cette cause solidaire au profit de la recherche génétique. Entre chants signés et interprétation artistique, Loïs Large nous emmène écouter et voir ce concert inclusif. Le temps d'une soirée, 16 chansonneurs sont venus soutenir la cause du Téléthon et promouvoir la langue des signes française au travers d'un concert unique et original. L'occasion pour eux de faire passer plusieurs messages. Ça nous fait plaisir de participer à ce mouvement solidaire et puis aussi dans l'idée d'accessibilité aussi. Pour les personnes sourdes, mais aussi de montrer que la langue des signes, ce n'est pas que de l'interprétariat. Voilà. Il y a aussi toute une dimension artistique, très gracieuse, qui est vraiment très très intéressante, qui est passionnante. Pendant 2 heures, 15 chants signes ont été joués sur scène par groupe de 2, 3 ou 4 personnes, en collectif ou en individuel. L'association, née il y a une dizaine d'années, compte aujourd'hui une trentaine d'adhérents qui viennent de Langres, de Bourbonne-les-Bains ou encore de Chaumont. C'est aussi l'intégration des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que moi, en tant que professeur des écoles, je trouve ça intéressant aussi d'apprendre la langue des signes et de pouvoir, pourquoi pas, après la retransmettre aux élèves. Voilà. Alors pour l'instant, je débute, donc je ne suis pas encore capable de vraiment enseigner aux élèves, mais des petites choses comme la date ou des petites chansons en langue des signes, c'est sympa aussi avec les élèves. Au total, une 50aine de personnes sont venues assister à cette soirée qui a permis à l'association de récolter 331 € pour le Téléthon. 498 374 repas ont été distribués en 2022 par les 252 bénévoles des Restos du Cœur de la Haute-Marne. Les lieux d'accueil continueront de recevoir les bénéficiaires en cette période hivernale. Et pour nous parler de cette campagne et des différentes actions menées sur le territoire, Nadia Antoine, responsable des Restos du Cœur de la Haute-Marne, est notre invitée. Bonjour Nadia Antoine. Bonjour. Alors avant de commencer, regardons ensemble le lancement de la 39e campagne des Restos du Cœur. Non, alors par contre, non, tu cours pas dans les escaliers. Reviens. Maman.
Donc un message d'espoir fort porté par les Restos du Cœur. Et le nom de cette campagne qui est intitulée donc l'important ce n'est pas la chute, mais d'avoir quelqu'un pour nous accompagner. C'est le cas de ces 263 bénévoles haut-marnais qui tentent de faire tout au long de l'année cette action auprès des bénéficiaires justement. Oui, aujourd'hui, donc, c'est l'application bien sur le terrain du début de qui a commencé depuis une semaine, notre 39e campagne. On pensait que ça serait terminé, mais non, l'esprit Coluche est toujours là. Et donc, les centres haut-marnais reprennent la mission initiale de l'association qui consiste à offrir gratuitement une aide alimentaire aux plus démunis. Les équipes de bénévoles à tout niveau l'ont bien compris. Cette 39e campagne est exceptionnelle et inédite. Et comme on l'a vu dans cet extrait, dans cette campagne, l'inflation prend de l'ampleur dans notre société et tout le monde peut être touché par cette précarité. Et aussi, on a remarqué que pour la première fois, on a vu le million d'inscrits qui aurait été dépassé cet été. Quels sont les constats du côté du nombre des bénéficiaires et de leur profil ici dans le département? Dans le département, donc, depuis une semaine, on a commencé les inscriptions il y a plusieurs semaines. Nous avons inscrit 1050 personnes, donc arrêtées à la première semaine, contre 1090 familles l'année dernière, contre 1050 qui ont été inscrites aujourd'hui. Parce que les personnes accueillies connaissent par les médias, par tout ce qu'on entend, les difficultés des Restos du Cœur. Et on peut encore s'inscrire ou... On s'inscrit tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Et on a, en termes de profil, on est sur... est-ce qu'il y a encore... parce que c'est vrai qu'on remarquait beaucoup de jeunes ces dernières années, des étudiants notamment. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a encore des étudiants qui franchissent les portes? Bien sûr. Nous avons recensé des étudiants dans nos tablettes, dans nos logiciels. Et il y a toujours des étudiants qui viennent dans nos centres. On s'adapte aussi. On s'adapte, bien sûr, à nos horaires, aux étudiants, et pour leur apporter une aide aussi et un soutien, parce qu'ils se retrouvent souvent bien seuls. Et de l'écoute. Et de l'écoute, oui. Et est-ce que, justement, les lieux d'accueil de la Haute-Marne ont-elles cette capacité nécessaire face justement à cette augmentation des bénéficiaires inscrits, par exemple? Parce qu'on l'a vu dans d'autres régions, au niveau national, il y a quand même une sorte de crise qui s'installe, une inquiétude. Est-ce que c'est le cas ici, dans notre département? Dans notre département de la Haute-Marne, on s'adapte. Les centres augmentent les jours et les heures d'ouverture dans les centres pour justement mieux s'adapter, pour offrir aussi justement un accueil, une écoute, un accompagnement. Tous nos centres auraient ouvert leur coin café. C'est un lieu de convivialité. Et quels sont les objectifs fixés lors de cette nouvelle campagne hivernale sur le territoire? Sur le territoire, eh bien, c'est ce qu'on a fait donc la première semaine. 95% des familles qui se sont présentées à l'inscription dans nos centres. Sur ces 95% des familles, 83% ont été acceptées à l'aide alimentaire. Mais c'est pas parce que nous sommes déboutés, on va dire, de l'aide alimentaire, toutes ces personnes accueillies, on pratique l'accueil inconditionnel, toutes ces personnes accueillies ont droit à toutes nos activités. Par exemple, le cinéma, il y a plein d'activités qu'on fait dans les centres. Et quelles sont les actions que vous proposez justement? Vous m'avez parlé aussi qu'il y a un véhicule itinérant, justement. Oui, nous avons un centre itinérant qui tourne bien, avec 28 bénévoles. C'est une charge de travail pour ces bénévoles importante. Parce qu'on va il y a 10 haltes dans le département, et donc la veille, il faut charger le camion, on va dans les centres, on sort les produits, on fait aussi un coin café, on accueille, on écoute les gens.
C'est combien de personnes qui sont concernées justement? Il y a 192 familles qu'on a accueillies, qu'on accueille de façon générale, et ce qui représente 385 personnes. Okay. Et les familles qui viennent donc dans ce centre, dans ces 10 haltes, viennent de 41 villages. D'accord. Et il faut rappeler aussi, bien sûr, aux téléspectateurs qui nous regardent, qu'en France, il y avait quand même 171 millions de repas qui ont été distribués cette année par les 73 000 bénévoles réguliers des Restos du Cœur. Merci Nadia Antoine d'avoir été notre invitée. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain point sur l'actualité à 19h. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur Puissance Télévisions. Désolée, j'ai pas voulu. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.